Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici les titres de ce vendredi soir. Il sera élu demain à la tête du conseil municipal de Tours. Qui est Serge Babary? Son portrait ce soir. Un nouveau maire pour Tours et des clubs de sport qui attendent les premières décisions du maire. Ce soir, qu'espère le Tours FC? Réponse dans ce journal. Et puis enfin, le rôle des chiens auprès des forces de l'ordre. Un outil précieux dans certaines affaires ou dans le cadre de disparitions. Mais avant de développer ces titres, le palmarès des lycées publié par le ministère de l'Intérieur. Plusieurs critères, dont celui de la réussite au bac. En Indre-et-Loire, si l'on ne retient que ce critère, eh bien, c'est le lycée privé Sainte-Ursule de Tours qui arrive en tête avec 98% de réussite, suivi d'autres lycées privés. Rabelais à Chinon, Alfred de Vigny, Balzac, Vaucanson à 94% de réussite. Ce sont des lycées publics. Dernier de la liste, Paul-Louis Courrier à Tours, 84% de réussite seulement. Cela dit, il y a d'autres critères qui placent cette fois-ci les lycées publics devant les lycées privés, comme le taux d'accès au bac par exemple. L'actualité ce soir, elle est aussi politique dans les communes où il a fallu attendre le deuxième tour des élections municipales pour connaître le nom du nouveau maire. Un maire qui entre en fonction une fois qu'il a été élu par le nouveau conseil municipal. Et c'est en ce moment que ces tout premiers conseils municipaux se tiennent. Vendôme, ce soir, doit élire Pascal Brindeau. Conseil municipal d'installation également ce soir à Fondette, Ballon-Miré, Ève, Vouvray et demain à Blois, La Riche ou encore Château-Renaud. Et puis à Tours également, Tours qui doit élire son maire dès 14h30. Serge Babary avait été adjoint sous Jean Royer jusqu'en 1995. Il retrouve donc le conseil municipal, mais cette fois-ci, c'est lui qui est aux commandes. Son portrait signé Aurélie Renaud. Dimanche dernier, il montait les marches de l'hôtel de ville. À 68 ans, Serge Babary remporte les élections municipales face à Jean Germain. Il y a un peu moins de 60 ans, les deux candidats se connaissaient déjà. Tous deux étaient élèves du collège Sainte-Grégoire de Tours. Diplômé de l'école de commerce d'Angers, Serge Babary a créé sa propre entreprise en 1975. Son nom, Tradutour, une entreprise de services spécialisée dans la traduction technique pour les entreprises. Plus tard, il développera des filiales à Nantes, Rennes, Lyon et Paris. Une société de 50 salariés que Serge Babary a cédée fin 2013, afin, dit-il, de se consacrer pleinement à la conquête de la ville. En 1983, il est 45e sur la liste de Jean Royer. En 1989, ce dernier lui propose d'être adjoint. Serge Babary hésite. Le maire lui donne 5 minutes de réflexion. Serge Babary accepte. Il sera en charge du développement économique et de l'emploi jusqu'en 1995. Après l'élection de Jean Germain, il devient conseiller municipal de l'opposition, puis sera élu conseiller général du canton de Tours-Centre. En 2001, il est vice-président du conseil général en charge du tourisme. En 2008, il est réélu conseiller municipal de Tours sur la liste de Renaud de Vabre. Aujourd'hui, Serge Babary confie ne pas avoir de projets nationaux. Son objectif, s'occuper de Tours à 100%. Le souvenir le plus marquant de sa campagne restera le meeting des Halles, qui a fait salle comble. Ce soir-là, dit-il, j'ai tout donné. Quelques jours avant son élection, devant son équipe de campagne, confiant, il fait un aveu. On sera devant, à 7 ou 8 points. Merci à chacune et chacun d'entre vous de permettre ce retour. Lundi dernier, comme promis, Serge Babary démissionne de la Chambre de commerce et d'industrie de Touraine qu'il présidait depuis 2011. Après sa victoire, Serge Babary a reçu des dizaines d'appels, allant de celui de Nicolas Sarkozy à ceux de ses amis de toujours, ceux de Reignac-sur-Indre où se trouve la maison familiale, une commune dont l'un de ses frères est le maire. Et quelle politique sportive avec Serge Babary? On le verra une fois qu'il sera nommé. Son adjoint au sport sera, sauf coup de théâtre, Xavier Datteux, président du nouveau centre d'Indre-et-Loire. Tous les clubs sportifs sont un peu dans l'expectative. C'est le cas du Tours FC qui reçoit chaque année 250 000 € de subventions municipales. Alors qu'attendent-ils de la nouvelle municipalité? On voit cela avec Romain Delville. Pour Jean-Marc Ettori, le président du Tours Football Club, les dossiers à présenter à la nouvelle municipalité ne manquent pas. Et comme personne n'est en mesure d'arrêter la pluie sur cette zone inondable des terrains annexes de la vallée du Cher, la solution pourrait passer par la construction de 2 terrains synthétiques en remplacement des stabilisés d'antan. C'est qu'à l'image du groupe professionnel, les amateurs, les équipes de jeunes réalisent de belles performances cette saison. Il faudrait qu'on trouve une solution car nous avons souvent les terrains inondés.
ce qui nous entraîne des reports et des reports. Cette année, nous sommes arrivés à avoir jusqu'à près de 4 matchs de retard, ce qui ensuite peut fausser le résultat. Il faudrait donc que les 2 terrains du fond soient revus, refaits, pour éviter qu'à la moindre pluie, à la moindre montée des eaux, on ne soit obligé d'annuler les matchs. Pour les matchs de Ligue 2 le vendredi soir, le Tour FC aimerait bien accueillir ses spectateurs dans de bien meilleures conditions. Pour l'accès au stade et les conditions d'accueil dans l'enceinte même du stade de la Vallée du Cher. A priori, il faudrait peut-être arranger ces parkings, où on met les pieds dans l'eau et dans la boue. Il faudra aussi qu'on ait une couverture sur la tribune Est. Bon, puis qu'on remplisse tout ça et ça suffira. Pour le président arrivé il y a moins d'1 an à la tête du club, le foot, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le sport, participe au rayonnement d'une ville et d'une région. Un rendez-vous est prévu dans les jours qui viennent avec la nouvelle équipe municipale. Jean-Marc Ettori serait bien heureux de se présenter en 3e provisoire de la Ligue 2, synonyme de montée dans l'élite. Avec cette victoire de la droite à Tours, c'est toute la gauche et le MoDem qui se retrouvent dans l'opposition. Le Parti communiste lui aura 2 conseillers municipaux, Pierre Texier et Josette Blanchet, qui doit sa place au retrait de Jean Germain. Les communistes qui s'exprimaient pour la première fois depuis la défaite au municipal. Ils feront une opposition constructive, mais en s'affirmant à gauche. Écoutez, c'est le choix de Jean Germain de ne pas siéger. Il a dit qu'il se donnait du temps pour réfléchir et qu'il serait présent à Tours. Voilà, moi c'est un choix que je respecte. Il n'y a pas à sauter de joie s'il était resté ou à pleurer s'il s'en allait. C'est la politique, elle est cruelle pour les hommes. François Lemarié le disait tout à l'heure, mais c'est un choix que je respecte. Parmi les 11, nous sommes 2 communistes. Ce que nous voulons porter dans l'intérêt général, c'est qu'il n'y ait pas de régression. Nous serons à la fois un groupe de résistance, nous serons avec la population vigilants sur les questions de l'emploi, nous serons aussi des gens très attachés aux questions du logement social, parce que c'est 1/3 de la population qui aujourd'hui vit dans le logement social sur la ville de Tours. Nous ne démissionnons jamais devant l'adversaire, quel qu'il soit, et de rassembler la population dans sa diversité. Et ça va être quelque chose d'important pour les mois à venir. À noter que notre invité ce soir est Frédéric Thomas, le président PS du Conseil général d'Indre-et-Loire. Et à noter également un autre rendez-vous sur TV Tour Val-de-Loire ce soir à 22h30, le documentaire d'Arnaud Roy sur cette campagne des municipales à Tours. C'est donc à 22h30, pour un document exceptionnel, bien sûr. En bref, on attendait la décision hier soir dans l'affaire de l'interpellation musclée de Jouer les Tours. Le procès se tenait hier. Eh bien, la décision du tribunal correctionnel de Tours a été mise en délibéré. Le jugement sera rendu le 19 juin prochain. Et puis dans l'affaire de l'école de la Blotterie à Jouer les Tours, la femme qui accuse l'enseignante maintient ses propos. Elle était entendue hier après-midi par les enquêteurs au commissariat de Tours. On parle maintenant d'une enquête très sérieuse, celle sur la mort de Charlie, ce chauffeur de taxi de 27 ans tué à Mons en avril 2011. Un témoin du meurtre, l'un de ces chiens que la justice a voulu faire parler en quelque sorte en le confrontant au suspect du meurtre. L'objectif était d'observer la réaction du chien. Cela n'a pas marché, mais tous les suspects n'ont pas participé à l'expérience. Ce genre de procédé n'est pas véritablement reconnu par la justice, mais le rôle des chiens d'une façon générale n'est pas à sous-estimer dans le cadre d'enquête ou de recherche de personnes disparues. Le chien est même un allié précieux des forces de l'ordre. Exemple dans la gendarmerie avec Audrey Champigny. Dimitri Vassal est gendarme maître chien à la caserne Raby de Tours. Il fait équipe depuis 6 ans avec Rex, un berger belge malinois. L'une des spécificités de Rex, retrouver des personnes disparues en pistant des odeurs. Il commence par renifler les odeurs environnantes, puis son maître lui fait sentir une odeur de référence. Les chiens ont un odorat 50 fois supérieur au nôtre. Je lui ai mis son harnais de pistage pour le conditionner à la piste. Maintenant, je vais lui faire sentir l'odeur de référence. Cherche! Voilà. Une fois qu'il a récupéré l'odeur, il est parti. Au bout de quelques minutes seulement, l'animal n'a aucun mal à retrouver la trace de la personne disparue. Il pompe un petit peu tout ce qu'il peut y avoir au sol. Et une fois qu'il est sur l'odeur de la personne à rechercher,
il m'emmène. Allez, gamin. Hey. Allez, vas-y. Oui, ça c'est beau, gamin. Si les premiers indices dans une enquête sont primordiaux, en revanche pour le chien, tout est une question de jeu. Un jeu qu'il a répété et répété. À force de répéter la même gestuelle, les mêmes techniques de travail, il sait qu'à partir du moment où il a le harnais, l'odeur que je vais lui présenter, ça va être celle sur laquelle il doit chercher. Une fois qu'il a la tête dans le sac, c'est à ce moment-là que je lui donne l'ordre de chercher, et il sait que là, la dernière odeur qu'il a eue dans le nez, c'est celle-ci. Donc tout le long de son travail, il travaillera sur cette odeur-là. Et après l'effort, le réconfort, ou plutôt la reconnaissance de son maître. Dimitri Vassal et son chien forment une véritable équipe, avec un lien presque fusionnel, indispensable pour le travail sur le terrain. Moi, dès que je suis dehors, je suis toujours avec mon chien. Donc ça fait 6 ans qu'on passe toutes nos patrouilles ensemble. C'est plus qu'une équipe. On appelle ça une équipe cynophile, mais c'est vraiment un binôme à part entière, presque un couple. Et l'osmose doit être vraiment, vraiment importante pour lui demander tout le travail voulu. Dimitri Vassal et son chien effectuent plus de 50 interventions par an, un plus indéniable dans le travail d'investigation parfois compliqué mené par les gendarmes. Une manifestation hier devant le palais de justice de Tours, manifestation de quelques personnes du réseau Sortir du nucléaire. Elles se sont rassemblées pour soutenir une plainte déposée par ce réseau national contre EDF, plainte visant à dénoncer les dysfonctionnements observés à la centrale de Chinon, des dysfonctionnements d'ailleurs pointés du doigt par l'autorité de sûreté nucléaire fin 2013. On est toujours en train de dire tout va bien, la centrale, c'est la sécurité, etc. Or en fait là c'est l'autorité de sûreté qui montre qu'il y a énormément d'infractions. Donc nos juristes ont relevé 14 infractions et c'est pour ça qu'on porte plainte. On a des vieilles centrales qui ne sont plus sûres et donc il faut absolument en sortir avant justement que tout ça se dégrade de trop. Un rassemblement sportif à Blois pendant tout le week-end. Il s'agit d'un tournoi handisport, d'un tournoi de tennis en fauteuil. La finale a lieu dimanche. Bastien Mathieu. L'esprit de compétition, l'abnégation et le fair play, autant de valeurs sportives que l'on peut retrouver ce week-end à Blois, et ce tout en surmontant un handicap. Pour la 2e année consécutive, un tournoi de tennis fauteuil est organisé ce week-end. Une compétition qui prend de plus en plus d'ampleur. Cette année, on a bloqué à 34 joueurs et en 3 jours, les inscriptions étaient complètes. Donc on a une liste d'attente, mais les joueurs demandent un bon tournoi, étant donné que c'est à Blois en plus, c'est au milieu de la France, donc ça leur fait pas trop de déplacements. Et puis en plus, maintenant, on a des installations accessibles neuves, donc c'est super, tout le monde est content, on passe un super bon moment autour du tennis. Et en simple comme en double, le tennis fauteuil diffère très peu du tennis classique puisqu'une seule règle change, la possibilité d'avoir 2 rebonds au lieu d'1. Pour ce tournoi français du beau monde est attendu tout le week-end, notamment les numéros 11 et 12 nationaux, Gaëtan Menguido de la Roche-sur-Yon et le Lillois Nicolas Van Lerberg. A noter également la présence du tenant du titre, le Tourangeau, Antoine Grelet. J'ai commencé avant 2000 à jouer en famille. Et une de mes cousines qui habitait dans la région d'Orléans m'a invité à un championnat de France en handisport qui se tenait en 2000, je crois, à Orléans d'ailleurs, au complexe de Saran. Et j'ai été voir la discipline et ça m'a plu, donc je me suis lancé en 2001. Si la compétition a commencé hier, les plus gros matchs sont attendus pour samedi et surtout dimanche avec les finales. Une grosse organisation puisque certains joueurs peuvent disputer jusqu'à 5 matchs par jour entre le tableau simple et le double. L'artisanat d'art en fête ce week-end. Soufflage de verre, ferronnerie d'art, taille de marbre, sculpture sur métal, art floral ou encore vannerie sont mises à l'honneur par les journées européennes des métiers d'art. Les artisans peuvent ouvrir leurs ateliers et boutiques et faire des démonstrations. Rendez-vous par exemple en Indre-et-Loire au Petit Pressigny, à Tours, à Mosnes, Saint-Paterne ou encore à Montbazon. On va écouter un bijoutier et joaillier qui donne les raisons de sa participation à cet événement. J'ai décidé de participer aux journées portes ouvertes pour faire connaître tout d'abord le métier au grand public et aux jeunes qui seraient éventuellement intéressés pour se lancer dans ce métier. Que des nouvelles personnes découvrent l'atelier, qui n'osent pas forcément pousser la porte un jour ordinaire de la semaine.
En ce qui me concerne, une trentaine de personnes poussent la porte. Les gens en général sont assez curieux de savoir ce que l'on peut faire et comment on pratique le métier, voir un petit peu l'envers du décor, c'est-à-dire la façon dont on procède. Propos recueillis par Florent De Brito. Et si vous voulez connaître les rendez-vous auprès de chez vous, eh bien, un site internet, journéedesmétiersdart.fr. Restez avec nous dans un instant, nous recevons Frédéric Thomas, le président PS du Conseil général d'Indre-et-Loire.